Le scintillement du lustre de cristal au-dessus de nos têtes ne faisait qu'accentuer la froideur polie qui régnait dans cette salle privée du restaurant, nichée au sommet d'un gratte-ciel de Manhattan. Était le dîner d'anniversaire de mon père, un événement que ma mère avait orchestré avec une précision militaire, et qui réunissait toute la famille dans une démonstration ostentatoire de réussite et de cohésion. 22 pères Dieu, la plupart me jugeant implicitement, étaient braqués sur la table ovale recouverte d'une nappe immaculée, attendant que les discours commencent. J était assise à côté de Mark, mon mari, dont le silence ces dernières semaines était devenu une présence douloureuse, une plaie ouverte que tout le monde, y compris Patricia, semblait remarquer. Depuis que J était enfant, j'avais été étiquetée comme la fragile, la rêveuse, celle qui avait besoin d'être gérée et protégée, tandis que Patricia, mon aînée de 3 ans, était la triomphante, l'avocate brillante, celle que mes parents adoraient et présentaient comme l'incarnation de leur réussite. Les années de mépris silencieux n'avaient pas été faites de mots crus ou d'insultes vociférées. Celles étaient le poids des regards condescendants, les soupirs légèrement exaspérés quand je prenais la parole, les blagues subtiles qui me renvoyaient systématiquement à mon rôle de seconde zone. Mon existence même était une note discordante dans leur symphonie bien huilée. Ce soir-là, l'atmosphère était particulièrement lourde. Patricia avait réussi, par des manœuvres insidieuses et des murmures bien placés, à introduire une tension insupportable dans mon mariage. Elle avait semé le doute dans l'esprit de Mark, le laissant croire que Gage était devenue excessivement jalouse et paranoïaque au sujet de ses heures de travail. Le stress de ces attaques invisibles m'avait rendue nerveuse et irritable, et Patricia utilisait maintenant cette vulnérabilité, qu'elle avait elle-même créée, pour prouver que J était mentalement instable. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge alors que mon père, après un toast bref et convenu, donnait la parole à Patricia pour le discours principal. Elle se leva, drapée dans une robe de soie bleu nuit, rayonnante et confiante, le genre de femme qui commandait l'attention sans jamais la demander. Son sourire était parfait, son élocution impeccable. Elle commença par des anecdotes charmantes sur notre enfance, saluant mes parents avec une éloquence étudiée. Les têtes hochaient, admiratives. Puis, imperceptiblement, la couleur de son discours changea. Le ton se fit plus grave, plus intime, mais étrangement médical. Elle parla de l'importance de la santé mentale au sein de la famille, de la nécessité d'être honnête sur ses faiblesses, feignant une compassion dévastatrice. Nous avons tous traversé des périodes difficiles, n'est-ce pas? Commença-t-elle, sa voix douce portant clairement jusqu'à l'extrémité de la table. Elle balaya la pièce du regard, s'arrêtant juste assez longtemps sur moi pour que l'assistance comprenne qu'elle parlait de ma détresse récente. Et parfois, la pression de la vie moderne, de la carrière, de l'engagement conjugal peut nous faire dériver. Nous commençons à voir des menaces là où il n'y en a pas, à nous accrocher à des idées qui, en réalité, sont le produit d'un stress trop intense. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Mark, à côté de moi, s'est raidi, comprenant la direction perfide que prenait le discours, mais incapable de l'interrompre devant toute sa famille. Patricia S. était positionnée en bienfaitrice soucieuse, ce qui rendait toute protestation de ma part impossible, sans paraître exactement comme elle me décrivait. Hystérique. Elle continuait, tissant sa toile toxique avec une précision chirurgicale. Il est de notre devoir, en tant que famille aimante, d'être là pour ceux qui traversent une phase de déconnexion. Une phase où la paranoïa prend le dessus sur le bon sens. Isabelle, ma chère sœur, est incroyablement sensible. Une artiste. Et cette sensibilité, bien que belle, la rend vulnérable aux angoisses infondées. Elle marqua une pause dramatique, prenant une gorgée d'eau, s'assurant que chaque mot résonnait. Le murmure qui parcourait l'assemblée était fait de pitié et de gêne. Les cousins et tantes qui m'avaient toujours considérée comme un peu étrange, confirmaient leurs préjugés. Leurs yeux disaient « Ah, la pauvre Isabelle, elle a encore des problèmes !» Le piège était parfait. Patricia utilisait l'intimité familiale pour disséquer ma psyché en public, rendant mes luttes réelles, ces manipulations, invisibles derrière le masque de la maladie mentale. Elle arriva à l'apogée de son attaque, fixant directement mes parents, leur offrant le rôle de juge suprême. Nous avons tous été témoins de la tension que ces derniers mois ont engendrée autour de Mark. Je suis convaincue que le stress qu'Isabelle a accumulé, et ses interprétations erronées des actions de Mark, mettent en danger un mariage que nous chérissons tous. Il est temps que nous reconnaissions que pour le bien de son bonheur et de son équilibre, Isabelle a besoin d'aide pour faire la distinction entre la réalité et ses projections intérieures. Les mots projection intérieure et interprétation erronée ont claqué comme des coups de fouet. Elle m'accusait d'être folle, de mentir sur l'origine de la crise de mon couple, et de mettre Mark en danger par ma supposée instabilité. Le silence autour de la table était devenu assourdissant. Un silence de malaise profond, où chacun attendait ma réaction. La rage a remplacé la honte dans mes veines. Était la goutte de poison qui faisait déborder des années de vase accumulés. Était plus la petite sœur fragile et silencieuse. Elle m'a humiliée, cette pensée brûlante a traversé mon esprit, plus claire et plus violente que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Elle m'avait déshabillée de ma dignité devant ceux qui comptaient le plus, transformant ma douleur légitime en symptôme pathologique. Patricia se rassit,
arborant un air de sacrifice et de vertu, comme si elle venait d'accomplir un devoir douloureux mais nécessaire pour le bien de la famille. Elle avait gagné la manche de l'opinion publique. J'ai senti les mains de Mark se poser sur les miennes, un geste de soutien désespéré, mais il n'avait pas les outils pour contrer Patricia. Il ne savait pas ce que je savais. Il ne connaissait pas l'ampleur de la trahison. Patricia avait fait son jeu, elle avait souri, elle avait accusé, et elle s'attendait maintenant à ce que je m'effondre, à ce que je pleure, à ce que je confirme involontairement sa thèse en me retirant de la pièce. Mais je ne me suis pas retirée. Au lieu de cela, tandis que les serveurs commençaient nerveusement à distribuer le plat principal, et que le brouhaha gêné reprenait doucement, je suis restée assise, immobile, mon regard fixé sur Patricia. La haine que je ressentais était froide, calculée, et elle-ci était alliée à une force inattendue. Ce qu'elle ignorait, alors qu'elle sirotait triomphalement son vin blanc, c'est que depuis plusieurs semaines, je n'étais plus seule face à ces machinations. Depuis la première fois où j'avais senti que le mépris de ma sœur, N, était pas seulement psychologique mais actif et destructeur, N, était protégée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. J'avais gardé en secret un document irréfutable. Je détenais l'enregistrement audio de toute la conversation où elle expliquait à son amie comment elle allait subtilement détruire mon mariage avec Mark, en utilisant de fausses pistes et en me faisant passer pour une folle jalouse. Cet enregistrement stocké en sécurité sur mon téléphone, Anne, était pas juste une preuve, King, était mon bouclier, ma vengeance et ma libération. Je l'avais conservé religieusement, attendant l'instant précis où l'impact serait le plus dévastateur, où l'humiliation qu'elle m'infligerait serait le catalyseur de sa propre chute. Et cet instant était arrivé. L'air était saturé de parfums de truffes et de mensonges, mais tout cela allait bientôt évaporer. J'ai regardé les invités, ces visages familiers, ces juges silencieux, et j'ai vu la pitié dans les yeux de ma mère, pitié que Patricia avait si habilement dirigée vers moi. C'en était trop. L'injustice était palpable, et le besoin de vérité était devenu physique. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de ces années de silence et d'invisibilité s'accumuler dans ma poitrine, prêt à exploser. Il n'y aurait pas de retour en arrière. J'ai doucement retiré ma main de celle de Mark, le surprenant par la froide détermination dans mon regard. Mark me regardait avec une inquiétude mêlée d'espoir, espérant que je ne ferais pas de scandale, mais réalisant que j'y étais à la limite. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette, un geste qui est passé inaperçu, car les convives étaient trop occupés à reprendre leur conversation à voix basse, tentant d'ignorer la tension. Patricia, elle, était détendue. Elle pensait avoir fait le travail. Elle avait réussi à discréditer publiquement la seule personne qui se tenait entre elle et l'adulation totale de la famille. Mais elle avait fait une erreur fatale. Elle avait sous-estimé la profondeur de ma douleur et l'étendue de ma préparation. Elle avait pensé que la folie était une accusation suffisante pour me faire taire à jamais. J'ai posé mon téléphone sur la table, pointant le haut-parleur dans la direction générale de l'Assemblée. Mark a froncé les sourcils, se demandant ce que je faisais. Avant qu'il ne puisse murmurer une question, j'ai tapoté l'écran. Le son initial était faible, juste le cliquetis de verre et une voix lointaine, que seuls ceux assis près de moi pouvaient entendre. J'ai augmenté le volume au maximum, faisant résonner le son amplifié dans la salle privée. Les conversations se sont éteintes une à une, remplacées par une confusion montante. Patricia a tourné la tête, son sourire se figeant. Elle n'avait pas encore reconnu la voix. Alors j'ai révélé la vérité. Était la voix de Patricia, claire et distincte, enregistrée il y a 3 semaines. Et tu vois, le plus simple, c'est de lui faire croire qu'elle est folle. Une fois qu'elle aura l'air paranoïaque devant Mark, il va la quitter de lui-même. C'est la seule façon d'éliminer Isabelle. Elle ne mérite pas être heureuse. Surtout pas avec un homme comme Mark. Le silence est devenu électrique. Non, ce N était pas un silence de gêne. Était un silence de choc. Une absence totale de respiration et de mouvement. La salle est devenue silencieuse. Le bruit de fond de Manhattan. Le cliquetis des ustensiles dans la cuisine à côté, tout semblait être arrêté. Tous les regards, qui quelques instants plus tôt me jugeaient de façon pathétique, se sont tournés vers Patricia, dont le visage, habituellement si contrôlé, était vidé de toute couleur. Elle a porté sa main à sa bouche, ses yeux lançant des éclairs de panique et de fureur vers moi. Le complot qu'elle avait tissé dans l'obscurité venait d'être projeté en plein milieu de la lumière du dîner, exposant sa noirceur devant toute la famille. Ce jour-là, tout a changé. 10 515 caractères. Le scintillement du lustre de cristal au-dessus de nos têtes ne faisait qu'accentuer la froideur polie qui régnait dans cette salle privée du restaurant, nichée au sommet d'un gratte-ciel de Manhattan. Était le dîner d'anniversaire de mon père, un événement que ma mère avait orchestré avec une précision militaire et qui réunissait toute la famille dans une démonstration ostentatoire de réussite et de cohésion. 22 pères dieux, la plupart me jugeant implicitement, étaient braqués sur la table ovale recouverte d'une nappe immaculée,
attendant que les discours commencent. Jiazideh était assise à côté de Marc, mon mari, dont le silence ces dernières semaines était devenu une présence douloureuse, une plaie ouverte que tout le monde, y compris Patricia, semblait remarquer. Depuis que J était enfant, j'avais été étiquetée comme la fragile Tchue, la rêveuse Jinan, celle qui avait besoin d'Annie, être gérée et protégée, tandis que Patricia, mon aînée de 3 ans, était la triomphante, l'avocate brillante, celle que mes parents adoraient et présentaient comme l'incarnation de leur réussite. Les années de mépris silencieux n'avaient pas été faites de mots crus ou d'insultes vociférées. Sec était le poids des regards condescendants, les soupirs légèrement exaspérés quand je prenais la parole, les blagues subtiles qui me renvoyaient systématiquement à mon rôle de seconde zone. Mon existence même était une note discordante dans leur symphonie bien huilée. Ce soir-là, l'atmosphère était particulièrement lourde. Patricia avait réussi, par des manœuvres insidieuses et des murmures bien placés, à introduire une tension insupportable dans mon mariage. Elle avait semé le doute dans l'esprit de Marc, le laissant croire qu'Edgy était devenue excessivement jalouse et paranoïaque au sujet de ses heures de travail. Le stress de ces attaques invisibles m'avait rendue nerveuse et irritable, et Patricia utilisait maintenant cette vulnérabilité qu'elle avait elle-même créée pour prouver que J était mentalement instable. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge alors que mon père, après un toast bref et convenu, donnait la parole à Patricia pour le discours principal. Elle se leva, drapée dans une robe de soie bleu nuit, rayonnante et confiante, le genre de femme qui commandait l'attention sans jamais la demander. Son sourire était parfait, son élocution impeccable. Elle commença par des anecdotes charmantes sur notre enfance, saluant mes parents avec une éloquence étudiée. Les têtes hochaient, admiratives. Puis, imperceptiblement, la couleur de son discours changea. Le ton se fit plus grave, plus intime, mais étrangement médical. Elle parla de l'importance de la santé mentale au sein de la famille, de la nécessité d'être honnête sur ses faiblesses, feignant une compassion dévastatrice. Nous avons tous traversé des périodes difficiles, n'est-ce pas ? Commença-t-elle, sa voix douce portant clairement jusqu'à Ada, à l'extrémité de la table. Elle balaya la pièce du regard, s'arrêtant juste assez longtemps sur moi pour que l'assistance comprenne qu'elle parlait de ma détresse récente. Et parfois, la pression de la vie moderne, de la carrière, de l'engagement conjugal peut nous faire dériver. Nous commençons à voir des menaces là où il n'y en a pas, à nous accrocher à des idées qui en réalité sont le produit d'un stress trop intense. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Marc, à côté de moi, s'est raidi, comprenant la direction perfide que prenait le discours, mais incapable de l'interrompre devant toute sa famille. Patricia Dites était positionnée en bienfaitrice soucieuse, ce qui rendait toute protestation de ma part impossible, sans paraître exactement comme elle me décrivait. Hystérique. Elle continuait, tissant sa toile toxique, avec une précision chirurgicale. Il est de notre devoir, en tant que famille aimante, être là pour ceux qui traversent une phase de déconnexion. Une phase où la paranoïa prend le dessus sur le bon sens. Isabelle, ma chère sœur, est incroyablement sensible. Une artiste. Et cette sensibilité, bien que belle, la rend vulnérable aux angoisses infondées. Elle marqua une pause dramatique, prenant une gorgée d'eau, s'assurant que chaque mot résonnait. Le murmure qui parcourait l'assemblée était fait de pitié et de gêne. Les cousins et tantes qui m'avaient toujours considéré comme un peu étrange, confirmaient leurs préjugés. Leurs yeux disaient « Ah, la pauvre Isabelle, elle a encore des problèmes !» Le piège était parfait. Patricia utilisait l'intimité familiale pour disséquer ma psyché en public, rendant mes luttes réelles, ses manipulations, invisibles derrière le masque de la maladie mentale. Elle arriva à l'apogée de son attaque, fixant directement mes parents, leur offrant le rôle de juge suprême. Nous avons tous été témoins de la tension que ces derniers mois ont engendrée autour de Marc. Je suis convaincue que le stress qu'Isabelle a accumulé, et ses interprétations erronées des actions de Marc, mettent en danger un mariage que nous chérissons tous. Il est temps que nous reconnaissions que pour le bien de son bonheur et de son équilibre, Isabelle a besoin d'aide pour faire la distinction entre la réalité et ses projections intérieures. Les mots projection intérieure et interprétation erronée ont claqué comme des coups de fouet. Elle m'accusait d'en roue, être folle, de mentir sur l'origine de la crise de mon couple, et de mettre Marc en danger par ma supposée instabilité. Le silence autour de la table était devenu assourdissant. Un silence de malaise profond, où chacun attendait ma réaction. La rage a remplacé la honte dans mes veines. Était la goutte de poison qui faisait déborder des années de vase accumulés. Était plus la petite sœur fragile et silencieuse. Elle m'a humiliée, cette pensée brûlante a traversé mon esprit, plus claire et plus violente que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Elle m'avait déshabillée de ma dignité devant ceux qui comptaient le plus, transformant ma douleur légitime en symptôme pathologique. Patricia se rassit, arborant un air de sacrifice et de vertu, comme si elle venait d'accomplir un devoir douloureux mais nécessaire pour le bien de la famille. Elle avait gagné la manche de l'opinion publique. J'ai senti les mains de Marc se poser sur les miennes, un geste de soutien désespéré, mais il n'avait pas les outils pour contrer Patricia. Il ne savait pas ce que je savais. Il ne connaissait pas l'ampleur de la trahison. Patricia avait fait son jeu, elle avait souri,
Elle avait accusé. Et elle s'attendait maintenant à ce que je m'effondre, à ce que je pleure, à ce que je confirme involontairement sa thèse en me retirant de la pièce. Mais je ne me suis pas retirée. Au lieu de cela, tandis que les serveurs commençaient nerveusement à distribuer le plat principal, et que le brouhaha gêné reprenait doucement, je suis restée assise, immobile, mon regard fixé sur Patricia. La haine que je ressentais était froide, calculée, et Elsa était alliée à une force inattendue. Ce qu'elle ignorait, alors qu'elle sirotait triomphalement son vin blanc, c'est que depuis plusieurs semaines était plus seule face à ses machinations. Depuis la première fois où j'avais senti que le mépris de ma sœur était pas seulement psychologique, mais actif et destructeur, était protégée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. J'avais gardé en secret un document irréfutable. Je détenais l'enregistrement audio de toute la conversation, où elle expliquait à son amie comment elle allait subtilement détruire mon mariage avec Marc, en utilisant de fausses pistes et en me faisant passer pour une folle jalouse. Cet enregistrement stocké en sécurité sur mon téléphone, était pas juste une preuve, était mon bouclier, ma vengeance et ma libération. Je l'avais conservé religieux. Était braqué sur moi, attendant avec une curiosité malsaine de voir comment j'allais réagir à l'attaque sournoise que Patricia était en train de déployer. Ma sœur, drapée dans une robe de soie vert émeraude qui capturait parfaitement les lumières du lieu, se tenait au centre de l'attention, son visage affichant un masque parfait d'inquiétude fraternelle, même si ses yeux, que je connaissais mieux que les miens, brillaient d'un triomphe glacé. Elle venait de terminer sa tirade sur mon épuisement et ma fragilité croissante depuis l'année passée. Elle m'a humiliée non pas par une insulte directe, mais par cette compassion publique et humiliante, qui insinuait mon incapacité à gérer ma propre vie et mon mariage. Ces paroles, distillées avec une précision chirurgicale pour ne laisser aucune trace visible de malveillance, résonnaient dans la pièce comme un arrêt de mort sociale. Elle parlait de Marc et moi, de nos difficultés financières imprévues et de mon obsession à vérifier les comptes bancaires, suggérant que je souffrais d'une paranoïa qui nécessitait une intervention professionnelle immédiate. Bien sûr, elle omettait soigneusement de mentionner que était elle-même qui avait planté ces graines vénéneuses il y a des mois, glissant des doutes insidieux sur les investissements de Marc et, pire encore, laissant entendre à maman que mon mari passait beaucoup trop de temps à s'occuper de ses clients tard le soir. Ces derniers mois avaient été un enfer pavé de suspicions et de douleurs invisibles. Je me sentais constamment sur la défensive, luttant contre un brouillard de rumeurs et de jugements qui ne prenait jamais la forme d'accusations directes. C'est la marque de fabrique de Patricia, elle ne salit jamais ses mains. Elle sème le doute dans l'esprit des autres, puis observe la destruction se dérouler, restant toujours la sœur aimante et compatissante qui offre son aide après coup. Était la même tactique qu'elle utilisait depuis que nous étions adolescentes, mais cette fois l'enjeu était mon mariage, ma stabilité, ma dignité. Mon cœur battait lourdement contre mes côtes, tandis que je la regardais absorber l'attention de la famille. Il buvait ses paroles, soulagé d'avoir enfin une explication simple, la folie d'Isabelle, pour les tensions qu'il percevait. Était la solution facile, celle qui préservait l'image de perfection familiale que nous devions tous maintenir. Ils ne voulaient pas voir la vérité, ils voulaient un coupable commode. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que sous le lin blanc et impeccable de la nappe, à mes pieds, je tenais un fil électrique fin, relié à un petit haut-parleur Bluetooth que j'avais dissimulé plus tôt, juste avant l'arrivée des invités. Et dans la poche intérieure de ma veste se trouvait mon téléphone, chargé d'une seule chose, la vérité brute, non filtrée, que j'avais réussi à capturer en secret. Je me suis remémoré l'hiver passé, le moment exact où le doute s'est transformé en certitude glaciale. Marc et moi étions au bord de la rupture. Les mensonges de Patricia, savamment distribués, avaient atteint leur cible. Était devenu obsédé par la recherche de preuves que Marc me trompait ou que nous étions ruinés. Un soir, après une dispute particulièrement violente, je suis allée chez maman pour chercher du réconfort, et j'ai trouvé Patricia dans la cuisine, parlant au téléphone. Elle croyait que était encore dans l'escalier. Sa voix était basse, mais écho de la cuisine carrelée, la portait distinctement. Elle parlait à une de ses amies new-yorkaises, une certaine Chloé, qui était clairement au courant de ses machinations. Oui, Chloé, ça fonctionne. Isabelle est au bord du gouffre. Elle croit que Marc la trompe, et je lui ai glissé que ses placements étaient en chute libre. Elle commence à lui faire confiance de moins en moins. C'est exactement ce que je voulais. Était figé, chaque mot s'enfonçant en moi comme un couteau. Le choc initial a laissé place à une rage froide et calculée. J'ai compris. Ce était pas un accident, pas une simple maladresse. Était un plan méticuleux pour démolir mon mariage, pour me dépouiller du seul bonheur stable que j'avais réussi à construire loin de l'ombre écrasante de ma sœur aînée. J'ai reculé sans faire de bruit, mon cœur battant la chamade. Mon premier instinct fut de confronter Patricia, de hurler la trahison devant maman. Mais une petite voix, celle de la survivante qui avait enduré des décennies de mépris silencieux, m'a retenue. J'ai compris que si je l'affrontais sans preuve irréfutable, elle me ferait passer pour folle, exactement comme elle le faisait ce soir-là. Elle dirait que j'avais mal interprété, que j'avais imaginé. Alors j'ai attendu,
J'ai fait semblant de me calmer, j'ai même commencé à accepter ses conseils, jouant le rôle de la victime fragile et mentalement épuisée qu'elle s'efforçait de peindre. Mais en secret je me préparais. 2 semaines plus tard, j'ai eu ma chance. Patricia utilisait souvent le salon de notre vieille maison familiale pour des appels confidentiels. Sachant qu'elle devait rappeler Chloé pour un compte-rendu, j'ai placé mon téléphone dans un vase décoratif sur l'île, étagère du couloir adjacent, réglé sur enregistrement vocal. Était risqué, mais nécessaire. La patience était devenue ma seule arme. L'enregistrement qui en a résulté était une bombe. Patricia, se sentant en sécurité et triomphante, a détaillé à Chloé, avec une précision glaçante, son plan pour s'assurer que Marc soit discrédité aux yeux de notre famille, forçant ainsi Isabelle à se tourner vers Patricia pour un soutien financier et émotionnel, la rendant de nouveau dépendante. Elle expliquait comment elle avait falsifié de faux messages pour les montrer à Marc, insinuant que j'avais des doutes sur sa capacité à subvenir à nos besoins, et comment elle avait contacté l'ancienne petite amie de Marc, pour semer la discorde. Tu vois Chloé, elle doit revenir dans mon giron, elle doit comprendre qu'elle n'est rien sans moi. Si son mariage explose, elle n'aura nulle part où aller. Et Marc, il paiera pour m'avoir volé l'attention de la famille. Car tu sais, Isabelle était supposée rester la petite sœur pathétique, pas celle qui trouve le bonheur. Était froid, cruel, et la preuve absolue de sa trahison. J'ai écouté cet enregistrement des dizaines de fois, seul, dans le noir. Chaque écoute renforçait ma détermination. Ce N était pas juste une preuve. Celle était mon bouclier, ma vengeance et ma libération future. Pendant des mois je l'ai gardé en secret, portant le poids de cette connaissance toxique comme un fardeau, mais aussi comme la promesse d'une aube nouvelle. J'attendais le moment où l'humiliation serait la plus grande, où le public serait le plus captif, et où Patricia serait la plus confiante. Ce dîner d'anniversaire, orchestré avec une telle pompe, était la reine parfaite. Patricia, dans sa robe émeraude, atteignait le point culminant de son discours. Elle m'adressait un sourire apitoyé. « Chère Isabelle, nous t'aimons. Et nous sommes là pour toi. » J'ai pris les devants. J'ai discuté avec maman et papa, et nous avons décidé que, pour ta tranquillité d'esprit, et pour celle de Mark Skelly. Elle fit une pause théâtrale, s'assurant que tous les regards étaient rivés sur moi, la pauvre chose qui allait recevoir la charité de sa sœur. Nous allons prendre en charge vos dépenses pour les 6 prochains mois. Tu pourras te concentrer sur toi-même, sur ta santé. Et Marc, son ton se durcit légèrement en mentionnant mon mari. Marc aura une chance de prouver à papa qu'il est à la hauteur, en travaillant sur un dossier que papa lui confiera personnellement. Était la pire des humiliations. Elle ne me rabaissait pas seulement. Elle achetait mon silence et mon contrôle, transformant Marc en son employé et moi en une enfant malade. Était une démonstration de force et de supériorité financière devant toute l'assemblée. Marc, assis à côté de moi, sentit la colère monter. Il était sur le point d'intervenir, son visage tiré par la honte et l'injustice de cette offre paternaliste. Mais je le retins par la main, le serrant doucement, lui transmettant une force calme qu'il n'avait pas vue en moi depuis des mois. Je me levai lentement. Le mouvement surprit tout le monde. 30 secondes auparavant, j'étais la femme fragile et défaite. Maintenant, je me tenais droite, ma tête haute. Non, Patricia, dis-je, ma voix basse, mais d'une clarté tranchante qui coupa net la conversation générale. Les 22 paires d'yeux basculèrent de Patricia à moi. Patricia sourit, pensant que j'allais protester faiblement. Chérie, je sais que c'est difficile à accepter, mais c'est pour ton bien. Ce n'est pas difficile à accepter, répondis-je, un étrange calme m'envahissant. Je pris mon téléphone dans ma poche, et sous la table, sans que personne ne le voie, je le connectai au petit haut-parleur Bluetooth. Je m'assurais que le volume était au maximum. C'est impossible à accepter, parce que je n'ai pas besoin d'aide. Je fixais Patricia, ignorant les chuchotements qui commençaient à parcourir les tables. Était maintenant ou jamais. Était le moment où je choisissais la vérité sur le confort, la dignité sur le silence. Tu as passé la dernière année à essayer de me faire passer pour folle, continuai-je, chaque mot pesant une tonne. Tu as semé le doute dans l'esprit de Marc, dans le mien, et dans celui de toute la famille. Tu as dit que j'ai été paranoïaque à propos de nos finances et de sa fidélité, n'est-ce pas? Patricia perdit un peu de son assurance. Isabelle, s'il te plaît, tu es bouleversée. Je ne suis pas bouleversée, Patricia. Je suis préparée. J'appuyai sur play. L'enregistrement commença immédiatement. La voix de Patricia résonnant dans le silence incrédule de la salle, amplifiée par le haut-parleur dissimulé sous la nappe. Le son était net, clair, sans ambiguïté, un écho froid et brutal de sa conversation avec Chloé. La voix de Patricia, familière à tous, emplissait l'air. Oui, Chloé, ça fonctionne. Isabelle est au bord du gouffre. Elle croit que Marc la trompe et je lui ai glissé que ses placements étaient en chute libre. Elle commence à lui faire confiance de moins en moins. C'est exactement ce que je voulais. Ouais. La respiration de la salle sembla s'arrêter. Les visages, il y a une seconde curieux ou compatissants, se figèrent dans une stupeur totale. Le son continua, plus fort, plus explicite. D'où, elle doit revenir dans mon giron, elle doit comprendre qu'elle n'est rien sans moi. Si son mariage explose, elle n'aura nulle part où aller. Et Marc, il payera pour m'avoir volé l'attention de la famille. Car tu sais, Isabelle était supposée rester la petite sœur pathétique, pas celle qui trouve le bonheur.
Les mots de haine, de jalousie et de manipulation résonnaient dans la pièce silencieuse du gratte-ciel de Manhattan. Était la fin du spectacle de Patricia. J'ai révélé la vérité à l'instant même où elle pensait avoir gagné. Le silence qui s'ensuivit était le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. La salle est devenue silencieuse. On n'entendait plus que écho faible de l'enregistrement se terminant par le rire sec et froid de ma sœur. Patricia était pétrifiée, son teint émeraude virant au blanc cendre. Ses yeux, habituellement si vifs et calculateurs, étaient écarquillés d'une terreur absolue. Elle regardait autour d'elle, cherchant une échappatoire, une explication, mais il n'y en avait aucune. La preuve était là, audible, incontestable. Mon père, assis à la tête de la table, son visage habituellement stoïque, était décomposé. Ma mère portait sa main à sa bouche, ses yeux remplis d'horreur et de déni. Ils venaient d'entendre la vérité de la bouche de leur fille préférée. Et cette vérité était dévastatrice. Marc se leva à son tour, non pas pour se défendre mais pour me soutenir. Il passa son bras autour de moi, la surprise et la gratitude illuminant son regard. Il avait enfin compris pourquoi j'avais agi étrangement, pourquoi j'avais sombré dans la paranoïa. Il comprenait que j'avais été sa victime, et non la cause de nos problèmes. Je coupais l'enregistrement. Le silence revint, lourd, palpable, chargé de tout le poids des années de mensonges et de la révélation soudaine. Je regardais ma sœur, qui tentait de balbutier une négation, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Elle était enfin exposée, nue et vulnérable, devant le jury qu'elle avait elle-même rassemblé. « Ce n'est pas moi, de riz, c'est un montage !» parvint-elle enfin à articuler, une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Mais je savais qu'elle avait perdu. J'avais attendu trop longtemps pour laisser ce genre de mensonge fonctionner. Non, Patricia, c'est ta voix, et ces derniers mois, tu m'as fait traverser l'enfer, me faisant douter de mon mari, de ma santé mentale et de ma valeur. Je fis face à la famille, mon regard balayant chaque visage choqué. Je n'ai jamais été folle. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, et Patricia, tu as été la cause de toute la douleur silencieuse que j'ai endurée. Le choc était total. Les chuchotements ne reprenaient pas. Était un silence déférent, le silence qui précède l'effondrement d'un mythe. Le mythe de Patricia, la sœur parfaite, la femme brillante, la pilier de la famille. Ce jour-là, tout a changé. Non seulement pour moi, mais pour Dean, équilibre entier de notre famille. Patricia, N, était plus intouchable. Elle était juste. Dafa, la traîtresse, son triomphe S, était transformé en sa plus grande humiliation. Target character count reached. Ending narrative here. Ce n'est pas moi. Luc, c'est un montage! Parvint-elle enfin à articuler. Une tentative désespérée de reprendre le contrôle, sa voix cassée trahissant la panique qui la submergeait. La robe émeraude, il y a peu symbole de son autorité incontestée, semblait désormais étranglée. Je sentais l'odeur âcre de l'aile, échec et de la peur flotter autour d'elle, même masquée par les parfums coûteux et le sillage des plats de traiteur. La lumière scintillante des lustres de cristal, qui devait magnifier cette célébration, ne faisait qu'accentuer la sueur fine perlée sur son front. Non, Patricia, c'est ta voix. Et tu le sais, rétorquai-je, ma propre voix, étonnamment stable, résonnant comme le glas d'une aire. Je m'autorisais un léger sourire amer, le sourire de la justice tardive. J'ai attendu trop longtemps, et j'ai trop souffert pour te laisser une seconde chance de me faire douter de moi-même. Ces derniers mois, tu m'as fait traverser l'enfer, me faisant douter de mon mari, de ma santé mentale, et de ma valeur. Tu as réussi à créer une fissure si profonde, que Marc et moi étions au bord du précipice. Je sentais la pression réconfortante de la main de Marc sur mon dos. Était le seul contact physique réel et honnête dans cette pièce glaciale d'hypocrisie. Il n'avait plus besoin de mes explications. L'enregistrement était une preuve plus éloquente que tout ce que j'aurais pu dire. Son regard passait de moi à Patricia puis à mes parents, portant le poids de l'injustice qu'il avait subie. Je fis face à la famille, mon regard balayant chaque visage choqué. Mon père, dont la mâchoire était tellement serrée que je craignais qu'il se brise les dents, ne regardait ni moi ni Patricia, mais fixait un point au-dessus de la nappe immaculée, comme s'il cherchait désespérément à revenir quelques minutes en arrière, à époque bénie de l'ignorance. Maman, elle, pleurait silencieusement, mais ce N, était pas pour moi. Était la dévastation de voir son image. Ma sœur venait de terminer sa tirade sur mon équilibre précaire le mot étant lâché, avec un tel mélange de compassion feinte et de pitié condescendante, que j'avais senti le sang me monter aux joues. Elle avait levé son verre, prête à offrir une conclusion triomphale à son plaidoyer pour me faire interner socialement. Mais elle, était interrompue brusquement. Un son, distinct et froid, venait de couper l'atmosphère feutrée du salon de réception new-yorkais. Était le sifflement d'un enregistrement audio haute fidélité, qui remplissait désormais le silence nerveux de la salle. J'avais activé le haut-parleur de mon téléphone, branché discrètement sur l'enceinte principale du traiteur. Une petite astuce technique que j'avais préparée en secret des semaines à l'avance, sachant que je n'aurais qu'une seule chance. Le son qui en sortit était la voix de Patricia, inimitablement claire, prononçant des mots qu'elle n'aurait jamais dû coucher sur un support.
Je te le dis, Jean-Pierre. Il faut que son mariage avec Marc explose avant la fin de l'année. Il est trop bien pour elle. Je ne supporterai pas de la voir heureuse. De la voir réussir là où moi j'ai dû me battre. Elle est faible. Isabelle l'a toujours été. Si on arrive à faire croire à Marc qu'elle redevient instable, comme l'année dernière il la quittera. Et nous récupérons ce qu'il faut pour financer le projet immobilier. Dis-lui que je suis prête à mettre 100 000 de ma poche pour qu'il voie clair dans son jeu, et qu'il la laisse. Elle mérite d'ado. Être seule, elle m'a toujours volé la lumière. Chaque mot prononcé par la Patricia enregistrée était un coup de marteau sur le masque de vertu qu'elle portait devant nos parents. La voix était machiavélique, détaillée, et surtout, dénuée de toute émotion autre que la jalousie noire. Était une confession complète et glaçante de son complot visant à détruire mon couple, non seulement par mépris personnel, mais aussi pour des raisons financières sordides. L'effet fut immédiat, dévastateur. Le son de la voix de Patricia remplissant la salle faisait l'effet d'une bombe qui venait d'anéantir toute l'hypocrisie accumulée pendant des décennies. L'enregistrement, d'une clarté professionnelle, ne laissait aucune place au doute. Et puis, comme si le temps ZAD était fracturé, la salle est devenue silencieuse. Ce N était pas un silence poli, ni un silence gêné. Était un silence si lourd, si absolu, qu'il semblait absorber l'air et la lumière. On n'entendait plus le tintement des couverts, ni le fond sonore discret de la ville de New York. Tous les regards, il y a une minute braqués sur ma prétendue fragilité, étaient maintenant rivés sur Patricia, figée au milieu de la pièce comme une statue de sel. Patricia devint livide. La couleur quitta son visage si rapidement que la robe vert émeraude, qui la rendait si éclatante, laissait maintenant transparaître une pâleur cadavérique. Elle ne pouvait plus sourire. Le masque était brisé en 1000 morceaux. Le verre à vin qu'elle tenait trembla légèrement, avant qu'elle ne le repose maladroitement sur la nappe immaculée. Elle tenta de réagir. Sa bouche s'ouvrit, produisant un son étranglé et aigu, une sorte de plainte déchirée. Oh, c'est un faux! Un montage! C'est impossible, Isabelle. Tu as trafiqué ça. Tu as toujours été jalouse de moi, t'es en train de prouver exactement ce que je disais. La folie! Cria-t-elle, sa voix se brisant dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle du récit. Mais plus personne écoutait l'agresseur. Il venait d'entendre la vérité. La preuve irréfutable de sa trahison froide et calculée. Les yeux de mon père, habituellement si sévères et si facilement convaincus par les manigances de Patricia, étaient écarquillés d'une horreur muette. Ma mère, qui avait toujours favorisé Patricia, portait la main à sa bouche, l'incrédulité et le choc peint sur son visage. Je levai la main, calmement, pour signaler que l'enregistrement était terminé. J'avais attendu ce moment depuis si longtemps, depuis le jour où j'avais trouvé cette preuve en secret, que était étrangement, parfaitement sereine. Non, Patricia, dis-je, ma voix résonnant doucement dans le silence assourdissant, il n'y a aucun montage. Cet enregistrement date d'il y a 6 semaines, et était la preuve que je gardais, au cas où tu irais trop loin. Je fixais ma sœur. Il n'y avait ni colère ni vengeance dans mon regard, seulement une certitude froide. Tu viens d'affirmer devant toute notre famille que je suis mentalement instable, une menace pour mon propre mariage. Tu viens de m'humilier publiquement, comme tu l'as fait tant de fois sournoisement, dans l'ombre de nos réunions familiales. Mais cette fois, elle m'a humiliée pour couvrir le fait que c'est toi qui as activement comploté pour me faire du mal, pour détruire ma vie pour un peu d'argent et beaucoup de jalousie. Je fis le tour de la table, mes yeux rencontrant ceux des invités, qui baissaient le regard, honteux d'avoir participé ne serait-ce que passivement, à mon humiliation antérieure. Pendant des années j'ai supporté le mépris silencieux de cette famille. Chaque fois que je réussissais, Patricia s'arrangeait pour que l'on minimise mon succès. Chaque fois que je réussissais était heureuse, elle s'assurait de me rappeler que je réussis, était pas à la hauteur de son statut, de sa fortune, de son intelligence prétendue. J'ai vécu des années dans l'ombre de sa toxicité, me faisant passer pour la sensible, ou elle, émotive, alors que je était simplement victime de sa manipulation constante. Ma voix était stable, mon discours était un exutoire attendu depuis plus de 40 ans. J'ai révélé la vérité, non seulement sur l'enregistrement, mais sur toute l'histoire de notre relation. Ce soir, Patricia a essayé de me faire passer pour folle, non pas parce que était instable, mais parce qu'elle savait que était en train de détenir la clé de sa destruction. Elle a joué sa dernière carte en m'attaquant directement. Mais elle a oublié que je étais plus la petite sœur silencieuse. Je me tournai vers Marc, mon mari, qui se tenait debout à côté de moi. Son visage était d'abord confus, puis horrifié pendant écoute de la bande. Et maintenant il affichait un mélange de soulagement et de fierté absolue. Il tendit la main, et je la serrai brièvement. Marc, tu as toujours cru en moi, même quand mes propres parents doutaient. Je suis désolée que tu aies été la cible de sa jalousie. Mais maintenant tu sais que les problèmes que nous avions venaient de l'extérieur, orchestrés par une personne qui nous est proche. Marc hocha la tête, ses yeux humides. Il me regarda avec une intensité qui disait tout. Soutien inconditionnel. La pièce, toujours plongée dans l'obscurité émotionnelle du silence, attendait ma prochaine action.
Ils attendaient une dispute, des larmes, un scandale bruyant. Mais je n'allais pas leur donner ce spectacle. J'avais obtenu ce que je voulais, la vérité révélée, et l'agresseur exposé. Je regardais Patricia une dernière fois. Elle ne pleurait pas, elle tremblait de rage contenue et de la peur panique de la chute sociale qu'elle était en train de vivre. Sa vie, son image méticuleusement construite, venait de s'écrouler. Elle était démolie publiquement, non par une attaque, mais par ses propres mots. Je n'ai rien d'autre à dire, déclarai-je, ma voix finale étant un verdict définitif. La vérité est là. Je me retournai non pas pour fuir, mais pour même, éloigner de l'aile, écotoxique de cette famille. Je fis quelques pas vers la sortie du salon. Mon père murmura mon nom, une tentative maladroite de retenir l'effondrement de la soirée. Isabelle, attends. Fuir, mais... Je ne me retournai pas. Il est trop tard, répondis-je simplement. J'ai attendu des années pour que la justice soit faite. Maintenant c'est fait. Marc me rejoignit rapidement. Il ne dit rien. Il passa simplement son bras autour de ma taille. Un geste de soutien solide et irrévocable. Ensemble, nous marchâmes vers la porte. Derrière nous, le silence total du salon était brisé par le début d'un chaos maîtrisé. Des chuchotements, des exclamations étouffées, et ce qui sonnait comme le sanglot rauque de Patricia, réalisant enfin l'ampleur de sa défaite. Elle, événement d'anniversaire était terminé, transformé en lecture publique de la trahison. En quittant l'hôtel, l'air frais et vif de Manhattan m'enveloppa, me donnant une sensation de liberté physique que je n'avais pas ressentie depuis l'enfance. Je m'appuyai contre Marc, aspirant profondément. C'est fini, murmura Marc, embrassant le sommet de ma tête. Elle est finie. Je souris, un sourire authentique et profond. La douleur des années de mépris, d'avoir été constamment minimisée et rabaissée était pas effacée d'un coup de baguette magique. Mais le poids insupportable que je portais sur mes épaules avait disparu. J'y étais libre. J'avais retrouvé ma voix et ma valeur, non pas par la validation de ma famille, mais par l'acte de justice que j'avais accompli. Les conséquences furent rapides et radicales. La réputation de Patricia fut anéantie dans notre cercle social restreint. L'enregistrement circula, non par ma volonté, mais par la vitesse de l'indignation. Nos parents, confrontés à la preuve que leur fille préférée était une manipulatrice malveillante, s'effondrèrent de honte. Ils tentèrent des excuses tièdes, des tentatives maladroites de recoller les morceaux, mais je n'avais plus d'énergie à consacrer à leur déni. J'avais coupé les ponts, définitivement. Ce jour-là, tout a changé. Le dîner d'anniversaire à New York était pas seulement un moment de révélation, était le jour de ma renaissance. J'ai enfin cessé de me battre pour l'amour et le respect de personnes qui ne voulaient que me voir échouer. Mon mariage avec Marc a prospéré, débarrassé de l'ombre constante du sabotage. Je me suis concentrée sur ma carrière, sur mes amis qui me voyaient vraiment. La femme qui avait subi des années de mépris silencieux était morte dans ce salon. À sa place se tenait une femme forte, qui avait eu le courage de se défendre et de révéler la vérité, même si cela signifiait le chaos. Il n'y a plus de place dans ma vie pour la toxicité de ma sœur, ni pour le regard jugeant de ma famille. La justice que j'avais cherchée ne venait pas d'un tribunal, mais du pouvoir d'une vérité gardée en secret et révélée au moment parfait. Je suis sortie de l'ombre, et je n'y retournerai jamais. Ma vie nouvelle est un silence paisible, loin du bruit et de la fureur de la jalousie de Patricia. Je suis Isabelle, et je suis enfin libre. Les conséquences furent rapides et radicales. La réputation de Patricia fut anéantie dans notre cercle social restreint. L'enregistrement circula, non par ma volonté, mais par la vitesse de l'indignation. Les mots « elle m'a toujours volé la lumière » sont devenus une épitaphe sociale, murmurée avec une délectation cruelle à chaque cocktail que ma sœur nain était plus invitée à fréquenter. L'effet haine était pas seulement moral, il fut aussi économique. Jean-Pierre, son complice financier, se retira du projet immobilier, sentant le vent tourner. Le financement de Patricia s'est évaporé, et avec lui, son aura d'invincibilité. Nos parents, confrontés à la preuve que leur fille préférée était une manipulatrice malveillante, s'effondrèrent de honte. Le choc haine était pas tant qu'ils avaient une fille machiavélique, mais que leur astérisque image de famille irréprochable était désormais ternie. Le lendemain matin, le téléphone de l'appartement de New York sonna sans relâche. Ce furent les tentatives maladroites de recoller les morceaux, des excuses tièdes, articulées sans âme et sans sincérité réelle. Mon père, Jacques, a d'abord tenté la négociation, abordant l'affaire sous l'angle des relations publiques, comme si tout cela était qu'une mauvaise crise à gérer. Isabelle, pense à l'entreprise, me dit-il d'une voix rendue rauque par épuisement. Nous devons minimiser les dégâts, si nous présentons une façade unie. Je l'avais coupé, ma voix étonnamment détachée, comme si je parlais à un étranger. Il n'y a plus de façade, papa. Elle a été brisée par la vérité. Et je ne suis pas là pour la reconstruire. Les dégâts, c'est Patricia qui les a causés, pas moi. Et je n'ai plus l'intention de les payer. Ma mère, Élise, avait pris le relais, utilisant l'arme de la culpabilité, l'unique outil qu'elle maîtrisait parfaitement. Elle avait pleuré, des sanglots secs et autocentrés. Tu vas détruire ta propre famille, Isabelle. Est-ce que tu es heureuse maintenant?
de voir ta sœur souffrir. Je n'ai pas élevé mes enfants pour qu'ils se fassent ça mutuellement. C. Était la dernière fois que j'avais entendu son discours de victime. Et la dernière fois qu'il m'avait atteint. J'ai visualisé l'énergie psychique que j'avais dépensée pendant des décennies à décrypter ses silences et à gérer ses attentes impossibles. Tout cet effort était désormais libéré. Maman, je n'ai pas détruit notre famille. J'ai juste cessé de me laisser détruire par elle, l'avais-je répondu avant de raccrocher le combiné, le geste le plus libérateur de ma vie. Je n'avais plus énergie à consacrer à leur déni. J'avais coupé les ponts. Définitivement, couper les ponts ne fut pas un acte de fureur, mais une chirurgie émotionnelle précise et nécessaire. Je bloquais les numéros, renvoyais les lettres non ouvertes, elles étaient pleines d'un mélange toxique de reproches et de tentatives de justification de Patricia, et changeais même mon adresse email professionnelle pour garantir une asepsie totale de ma nouvelle existence. L'odeur persistante de l'huile rance de la vieille rancœur et de l'hypocrisie avait été remplacée par l'air pur de l'indifférence. Ce jour-là, tout a changé. Le dîner d'anniversaire à New York était pas seulement un moment de révélation, était le jour de ma renaissance. J'ai enfin cessé de me battre pour l'amour et le respect de personnes qui ne voulaient que me voir échouer. Le corps que j'habitais se sentait différent. La tension chronique qui serrait ma nuque et mes épaules était relâchée. Avant, Jaezaka était toujours sur la défensive, guettant la prochaine pique, la prochaine manœuvre sournoise de Patricia. Maintenant, quand je me réveillais, la première sensation était plus l'anxiété, mais un calme étrange et profond. Était le silence après la tempête, non pas le silence lourd qui avait plané sur le salon, mais un silence intérieur, réparateur. Je pouvais entendre mes propres pensées, claires et sans interférence toxique. Mon mariage avec Marc a prospéré, débarrassé de l'ombre constante du sabotage. Il n'y avait plus de mystère, plus de doutes venimeux semés dans notre jardin secret. Nous avons réévalué ensemble les moments difficiles de l'année précédente, reconnaissant à quel point l'instabilité que je croyais m'appartenir était en fait le reflet de la pression extérieure orchestrée par Patricia. Cette